Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Et ça, c'est vraiment quelque chose de commun à toutes les extrêmes droites européennes. Le livre de chevet, c'est Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Et on retrouve ça dans toute l'extrême droite européenne. Pourquoi? Alors cette vidéo, c'est un extrait de l'émission En Société du 13 octobre 2024, donc ça date un petit peu. Et celui qui parle, c'est Marc Lazare, qui est historien et sociologue. Malheureusement, j'ai pas pu retrouver l'émission complète, ni même un extrait un peu plus long pour avoir un peu de contexte, donc je vais devoir répondre sur ce très court extrait de 30 secondes. Pourquoi je veux y répondre? Parce qu'il y a plusieurs choses qui m'interpellent là-dedans. Le premier, c'est de considérer que Le Seigneur des Anneaux, ce serait LE livre de chevet de l'extrême droite. Genre, c'est leur Bible. Alors, je ne sais pas sur quoi Marc Lazare se base pour affirmer ça, je serais très curieuse de voir ses sources, mais pour moi, ça ressemble un petit peu à du doigt mouillé. Si on doit faire un concours de doigt mouillé, pour moi, le livre de chevet de l'extrême droite européenne, ce serait sans doute un livre d'un penseur d'extrême droite qui théorise la pensée d'extrême droite. Mais après, c'est aussi intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'il dit ça? Est-ce que ça sort de nulle part? Et il faut bien reconnaître qu'effectivement, dans Le Seigneur des Anneaux et dans la fantasy en général, il peut y avoir des éléments qui peuvent plaire à l'extrême droite. D'ailleurs, il en parle un petit peu, mais ça reste très vague, il survole un petit peu. Parce qu'il y a l'idée justement des héros, il y a le bien contre le mal, et il y a toute cette mythologie. Parce que bon, résumer Le Seigneur des Anneaux à la lutte entre le bien et le mal, et à des héros valeureux, c'est très réducteur. Mais les éléments qui peuvent plaire aux fachos dans Le Seigneur des Anneaux, il y en a plusieurs. Pour commencer, il y a un certain racialisme dans l'œuvre de Tolkien. Je l'ai très rapidement évoqué dans une autre vidéo, mais c'est vrai que c'est présent. Vous avez les hommes de l'Ouest qui affrontent les hommes de l'Est et du Sud, qui sont décrits comme ayant la peau sombre et qui sont des alliés du mal, c'est vrai. Après, c'est pas si manichéen que ça, on a aussi des passages qui vont humaniser ces guerriers, mais on peut pas nier que Tolkien, qui est quand même né dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle, baignait dans cette idéologie racialisante, et que il y a des stigmates dans son livre. C'est vrai qu'il y a certains passages qui peuvent être assez gênants. Un autre élément qui fait très plaisir aux autoritaires de tous bords, c'est la politique chez Tolkien. Ou plutôt l'absence de politique. Il y a pas mal d'auteurs de fantasy beaucoup plus politisés qui ont critiqué ou pointé ça du doigt, comme par exemple China Miéville, mais aussi le très célèbre George Martin, l'auteur de Game of Thrones, qui aime bien taquiner un petit peu l'œuvre de Tolkien en se demandant par exemple mais quelle est la politique fiscale d'Aragorn, ou est-ce qu'il a exterminé tous les orques après la guerre? Et en fait c'est une critique qui est assez logique venant d'un auteur très matérialiste comme Martin. Tolkien lui est un catholique convaincu, et les choses de la politique ne l'intéressent pas trop. Et en fait, dans Le Seigneur des Anneaux, on se retrouve très souvent avec des monarchies de droit divin, même si quelques modèles un peu autogestionnaires comme la comté existent. Et en fait, cette question du gouvernement ne se pose jamais vraiment dans Le Seigneur des Anneaux. C'est bien qu'Aragorn revienne sur le trône à la fin, parce qu'Aragorn, il est gentil, donc ce sera un bon roi. Donc forcément, cette idée d'un homme providentiel qui va arriver sur le trône et sauver tout le monde, ça fait très plaisir à l'extrême droite. Il y a un autre élément qui, je pense, peut faire plaisir à une certaine partie de l'extrême droite, notamment les masculinistes, c'est le côté très masculin de ces livres. Dans le Hobbit, on n'a littéralement aucun personnage féminin. Dans Le Seigneur des Anneaux, on en a principalement 3 qui sont importantes dans l'histoire, mais qui sont pas si présentes que ça, et dont le rôle est en fait assez cliché. Et en même temps, je trouve que cette masculinité-là, c'est pas forcément la masculinité qui va plaire aux masculinistes. Parce que c'est quoi la masculinité dans Le Seigneur des Anneaux? C'est une masculinité au service des autres. Aragorn est avant tout un soignant. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est reconnu comme roi. Les mains du roi sont des mains de guérisseur. Un autre aspect un peu étonnant de cette masculinité, qui est très bien reproduit dans les films pour moi, c'est le côté très ouvert sur les émotions. Les hommes pleurent beaucoup, ils ont tendance à se faire des câlins un peu tout le temps, ce qui d'ailleurs a généré quelques blagues un peu douteuses. Et puis on a Sam, qui est quand même un personnage très humble, et qui a une masculinité qui est entièrement tournée vers les autres. Mais même si c'est important de reconnaître que ces éléments sont réels, pour moi c'est très réducteur de s'y arrêter. Parce qu'il y a aussi énormément de choses dans Le Seigneur des Anneaux qui peuvent parler à des gens de gauche. Pour commencer, un aspect qui est étonnamment complètement ignoré par Marc Lazare, c'est l'histoire du Seigneur des Anneaux. L'histoire du Seigneur des Anneaux, c'est quand même des peuples, des races dans l'esprit de Tolkien qui doivent apprendre à dépasser leurs différences, à s'allier pour pouvoir détruire le pouvoir. Pas le récupérer, le détruire. Et ça, c'est quelque chose qui est très incompatible avec l'idéologie d'extrême droite. Déjà, il y a le métissage, et surtout, ce projet autoritaire est nié. L'anneau de pouvoir doit être détruit. Et on a ça aussi dans le chapitre du nettoyage de la comté, à la fin du livre, où les hobbits vont devoir se défaire du joug autoritaire de Saruman. Et dans le camp du bien, même les figures de pouvoir n'ont pas tant de pouvoir que ça.
Par exemple, Gandalf est plus un conseiller qu'un décisionnaire. C'est son rôle, et il s'interdit toujours de prendre des décisions à la place des vrais dirigeants. Ensuite, on a ce qu'on pourrait appeler le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors c'est pas vraiment formulé comme ça dans le livre, mais on retrouve quand même cette notion assez forte. Dans la vidéo que j'évoquais plus haut, on a les hommes sauvages des bois qui réclament leur indépendance au Rohan et qui l'obtiennent à la fin de l'histoire. On a aussi bien sûr les hobbits qui doivent donc battre Saruman et à qui Aragorn accorde une indépendance totale à la fin du livre. On a aussi les hommes alliés de Sauron, les fameux hommes de l'Est et du Sud. À la fin, Aragorn signe un traité de paix avec eux, mais il leur laisse le contrôle total de leurs terres et il offre les terres du Mordor, désormais libérées du joug de Sauron, aux anciens esclaves de Sauron, notamment des hommes issus de ces peuples. Bon, vous trouvez peut-être que ça fait un peu léger, mais en fait c'est très cohérent avec la pensée de Tolkien, on y revient plus tard. Dans les propos de Marc Lazare, il y a aussi quelque chose qui m'interpelle, c'est cette vision du Seigneur des Anneaux comme une lutte entre le bien et le mal, comme si c'était quelque chose de très manichéen. Alors on va pas se mentir, il y a un camp du bien et un camp du mal dans le Seigneur des Anneaux, et il y a un certain manichéisme. Manichéisme qui vient entre autres de la foi catholique de Tolkien, mais ce manichéisme n'est pas aussi rigide et imperméable qu'on pourrait le penser au premier abord. Tolkien n'était par exemple pas tout à fait à l'aise avec ce qu'il avait fait des orques dans les livres. Et dans des lettres ultérieures, il a notamment évoqué une possibilité de salut des orques. Bah oui, en tant que chrétien, pour lui, tout le monde a le droit au salut. Mais comme on l'a vu, les hommes du Sud et de l'Est, même s'ils sont parfois décrits comme mauvais, ont aussi leur complexité, et il y a même ce célèbre passage des livres où Sam humanise très fortement un combattant du Sud. Dans les films, cette ligne a été donnée à Faramir, et effectivement, ça permet un peu d'humaniser les guerriers du mal. Faut aussi voir qu'on a des personnages beaucoup plus troubles, beaucoup plus ambigus. Gollum, par exemple, il est plutôt méchant. Sauf qu'en fait, à la base, il a surtout été perverti par le pouvoir de l'anneau. Et au final, même si c'est par accident, c'est lui qui sauve le monde. Là aussi, on retrouve quelque chose de la pensée chrétienne de Tolkien. Accorder son pardon, sa pitié, ce que vont faire Bilbon, Frodon et Sam, c'est ça qui va sauver le monde. Il y a aussi des personnages qui sont initialement dans le camp du bien, mais qu'on peut pas vraiment qualifier de bons. L'exemple évident, c'est Saruman. Saruman, à l'origine, c'est le chef du Conseil Blanc. C'est l'ennemi numéro 1 de Sauron. Et au final, il va se retourner contre nos héros et devenir un antagoniste secondaire. L'autre personnage qui a un destin comparable, c'est Denethor. Denethor, c'est l'intendant, le régent du Gondor. Et si lui ne va jamais trahir, il va quand même perdre espoir, perdre foi, et sombrer dans une folie destructrice. Ce que je trouve intéressant, c'est que ces deux figures sont à la base des personnages qui ont du pouvoir, et même beaucoup. Saruman, lui, est une figure autoritaire. Il tient à son pouvoir, il veut le garder, l'accroître et devenir le seul maître de la Terre du Milieu. Denethor, lui, est plutôt submergé par le pouvoir, dépassé par une responsabilité trop grande pour lui. On retrouve ici aussi ce thème absolument central au Seigneur des Anneaux, que le pouvoir est mauvais en soi. Et donc, avec tous ces éléments, je trouve pas ça si étonnant que sur la fin de sa vie, Tolkien se soit trouvé des connivences avec l'anarchisme. Bon, même si encore une fois, il s'est jamais vraiment intéressé à la politique, mais cette idée d'avoir un état le plus faible possible, c'était quelque chose qui lui parlait beaucoup. Et évidemment, c'est quelque chose qui rentre complètement en contradiction avec la pensée d'extrême droite. Autre chose qui rentre complètement en contradiction avec la pensée d'extrême droite, ce sont les positionnements de Tolkien sur certains sujets de société de son époque. Pour commencer, dans les années 30, son éditeur en Allemagne, alors sous le contrôle du régime nazi, lui avait demandé un certificat d'arianité. Tolkien l'avait grosso modo envoyé chier en disant qu'il savait pas ce que ça voulait dire et qu'il avait de très bons amis juifs et que du coup leur truc antisémite là, c'était pas de sa tasse de thé. C'est aussi intéressant de se dire que contrairement à certains autres hommes nés en Afrique du Sud, Tolkien a très ouvertement pris la parole contre l'apartheid. En fait, ça rejoint cette idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour Tolkien, le libre arbitre est très important. Et la colonisation était en fait assez incompatible avec ses valeurs catholiques. Alors on va pas se mentir non plus, oui, c'était un homme catholique, conservateur, mais qui croyait férocement en cette idée du libre arbitre. Et surtout, figer l'idéologie de Tolkien à un moment de sa vie, c'est selon moi passer à côté d'un élément très intéressant de sa pensée. Et cet élément, c'est la remise en question. Parce que oui, Tolkien ne restait pas figé, campé sur ses appuis. Déjà, il acceptait tout à fait que son œuvre soit réappropriée par son lectorat, y compris quand c'était des gens avec lesquels il n'avait pas trop d'affinité, comme par exemple les hippies, qui vont faire beaucoup dans le succès du Seigneur des Anneaux. Un autre point que j'aborderai peut-être un jour plus en détail, qui montre cette capacité d'évolution de Tolkien, c'est son rapport aux juifs et à l'antisémitisme. Tolkien n'a, il me semble, jamais exprimé d'idées ouvertement antisémites. Mais forcément, en vivant dans l'Europe du début du XXe siècle, il était pétri d'un certain antisémitisme inconscient. Et ça se voit dans ses premières représentations des nains, dont la culture et la langue rappellent beaucoup la culture juive de notre monde. Et là, c'est pas de la surinterprétation, Tolkien lui-même a admis que ce parallèle était assez pertinent. Et effectivement, dans les premières œuvres de Tolkien, à la fin des années 1910, début 1920,
Les nains sont représentés comme une race mauvaise, cupide, donc ça correspond beaucoup aux clichés antisémites très communs à l'époque. Ensuite, dans le Hobbit, écrit dans les années 30, les nains sont une race beaucoup plus positive. Ce sont les alliés de Bilbo dans sa quête, et il y a des personnages nains très nobles, comme évidemment Thorin et Cúchain, et Balin. Mais il reste affligé de certains clichés antisémites, notamment cette attirance pour l'or et une certaine lâcheté qu'on peut voir dans le livre. Et dans Le Seigneur des Anneaux, écrit lui à la fin des années 50, le portrait des nains est très différent. Alors certes, le seul nain véritablement nommé et actif dans le livre est Gimli, mais justement, il agit comme un représentant de tout son peuple. Et dans le livre, Gimli est sans doute un des personnages les plus nobles, les plus valeureux qu'on retrouve. Il va notamment avoir une relation très chevaleresque avec Galadriel, et sa relation d'amitié très étroite, voire homo-érotique avec Legolas, plaide encore une fois pour cette réconciliation, cette unité des peuples, malgré et même grâce à leurs différences. Donc si Tolkien a pu évoluer sur ce sujet-là, il a très certainement pu évoluer sur tout un tas d'autres sujets. Pour conclure, je dirais que voir Le Seigneur des Anneaux comme une lutte entre le bien et le mal et des héros valeureux, c'est une vision extrêmement réductrice et caricaturale de cette œuvre. Mais surtout, entériner cet ouvrage comme livre de chevet de l'extrême droite, c'est exactement faire le jeu de l'extrême droite. Eux, ils ne rêvent que de ça, qu'on leur dise que Le Seigneur des Anneaux, c'est à eux. Mais si on lit vraiment en profondeur Le Seigneur des Anneaux, il est, sur de nombreux points cruciaux, en totale contradiction avec les idées d'extrême droite. On peut avoir une lecture anticolonialiste du Seigneur des Anneaux, on peut en avoir une lecture anarchiste, on peut aussi en avoir une lecture queer, même si évidemment, c'est pas du tout quelque chose qui est volontaire. Mais ça tombe bien, Tolkien ne croyait pas en la volonté de l'auteur comme supérieure à l'interprétation du lecteur. Pour aller plus loin, je vous renvoie à l'excellente vidéo de Bolchegeek qui décortique un petit peu le sens du Seigneur des Anneaux, et cette apparente contradiction du fait que ça résonne à la fois avec des réactionnaires et des progressistes comme les hippies. Et si certains points que j'ai survolés dans cette vidéo vous intéressent, dites-le moi en commentaire, et j'en ferai peut-être des vidéos un peu plus longues. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le vaste monde.